nous allons nous intéresser à la classification des êtres vivants. Comment classer les êtres vivants? De tout temps, les hommes ont cherché à nommer les êtres vivants autour d'eux. En plus de leur donner des noms, ils ont cherché à les regrouper, les classer. Aristote, le premier, dès l'Antiquité, est un savant qui pense, observe, réfléchit. L'œuvre de ce grec est immense. Il a inventé la pensée logique. Une partie des écrits comporte des descriptions détaillées d'un grand nombre d'animaux, comportant des informations sur leur anatomie, leur comportement, leur habitat et leur mode de vie. Aristote cherche à mettre de l'ordre. C'est le début de la classification biologique. Il recense 400 espèces d'animaux. Théophraste a écrit un atlas de la botanique, composé de 10 livres, nommés Histoire des plantes. Il y a des généralités sur les plantes et des descriptions, pour lesquelles Théophraste a inventé des mots. Ce savant a inventé l'étude des plantes, autrement dit, la botanique. Ces ouvrages contiennent aussi une classification. C'est la toute première. Théophraste classe les végétaux selon leur taille. Ainsi, un livre traite des arbres, un autre des arbustes, un autre des arbrisseaux et les autres des herbes. Le savant est conscient que cette forme de classement est discutable pour certaines plantes. Mais cela lui paraît judicieux de faire ainsi l'inventaire de toutes les plantes, plutôt que de ne s'adresser qu'à celles qui ont une utilité, ce qui se faisait généralement. Dioscoride est un médecin pharmacologue et botaniste grec. Son œuvre a été une source de connaissances en matière de remèdes, de nature végétale, animale ou minérale, durant 1500 ans. Dioscoride a classé les plantes en catégories utilitaires, puisqu'il distingue les plantes aromatiques, les plantes alimentaires, les plantes médicinales et les plantes vénéneuses. Beaucoup plus tard, au Moyen Âge, un frère anglais nommé Barthélemy Langley est l'un des premiers encyclopédistes. Son livre Des propriétés des choses, paru vers 1247, fait la somme des connaissances sur la nature et les sciences, en 19 tomes. Une planche du chapitre des bêtes montre des images de mammifères, présentant des caractéristiques communes. Cette forme de classification, par points communs, ce qu'on appellerait des attributs partagés, nous semble connue. À y regarder de plus près, quand même, on peut être étonné de voir un dragon, une sirène et une licorne. Ce premier ouvrage de vulgarisation scientifique a eu beaucoup de succès, et il a été traduit dans de nombreuses langues. Pierre Belon est un naturaliste français. Il rédige en 1555 une histoire de la nature des oiseaux, avec leurs portraits. Il classe les oiseaux selon leur caractère anatomique, partagé. Par exemple, qu'ils ont un bec de telle ou telle taille, ils possèdent des serres, la taille des oiseaux, etc. Sur une planche, il montre le squelette des oiseaux. Non seulement il s'intéresse aux points communs cachés des oiseaux, c'est-à-dire à leurs os, mais, fait étonnant pour l'époque, il présente le squelette d'oiseau un peu à la manière d'un squelette d'humain, faisant ainsi le rapprochement dans l'organisation des oiseaux et des mammifères. Tous deux possédant 4 membres. C'est la première intuition d'un plan d'organisation commun chez tous les vertébrés. Plus tard, René-Antoine Ferchaud de Réaumur est un naturaliste français. Il a rédigé un ouvrage dans lequel il classe les insectes selon leurs caractéristiques écologiques, c'est-à-dire leur manière de s'adapter à la nature. Voici par exemple un travail sur les abeilles. Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, est un savant français. Il a fait des études de droit, de médecine, de botanique et de zoologie. Il entreprend de rédiger toutes les connaissances sur la nature dans Histoire naturelle, une encyclopédie en 44 volumes. Il rédige cet imposant ouvrage dans la lignée des encyclopédistes des Lumières. Il y décrit l'anatomie, le mode de vie et le lieu de vie de chaque être vivant. Sa classification des animaux est basée sur leur rapport avec l'homme, c'est-à-dire, par exemple, animal comestible, animal servant à produire de la laine, etc. En avance sur son temps, Buffon considère que tous les êtres humains appartiennent à la même espèce. Il y voit davantage des points communs que des différences. À l'époque,
Beaucoup de gens s'attardaient aux différences de couleurs, de mode de vie, etc. Pour Buffon, tous les humains sont des humains. Pas de différence. Enfin, l'histoire retiendra Carl von Linné. C'est un savant suédois. Il est le père de la classification moderne. Lui n'est pas satisfait du système de classification des espèces, selon leur utilité. Il a inventé un système de classification hiérarchisé, utilisant des groupes, qu'il nomme famille, puis classe, ordre. Il invente un moyen de mettre en commun toutes les découvertes, en Europe et dans le monde, que tous les scientifiques pourraient utiliser. Son idée, c'est de donner à chaque être vivant deux noms. Un nom d'usage, dans le pays, et un nom latin, en deux parties. Un nom de genre suivi d'un nom d'espèce. Son livre s'appelle Systema Naturae. Si on considère l'espèce humaine, nous appartenons à l'espèce Homo sapiens, en deux mots, et nous faisons partie des hominidés, eux-mêmes faisant partie des primates, et nous faisons partie des mammifères. Et on peut comme ça continuer, faisant partie des vertébrés. Nous sommes des animaux, et nous sommes composés de cellules. C'est un langage scientifique universel. Fini les querelles des noms de régions ou de pays. Linné décrit 8000 espèces d'êtres vivants, en utilisant la nomenclature binominale, c'est-à-dire en deux mots, qu'il vient d'inventer. Alors, comment comprendre la classification actuelle? On l'appelle la classification emboîtée, car elle nécessite des boîtes. On y met plusieurs êtres vivants qui partagent un point commun. Par exemple, on peut mettre la vache et le mulot dans la même boîte. Ça veut dire qu'on va coller une étiquette sur la boîte, c'est le nom de la tribu. Ici, on peut dire ces animaux possèdent des poils et des mamelles. Si on veut simplifier la représentation, comme on devra le faire en classe, on peut faire beaucoup plus simple, c'est-à-dire on va faire un cadre pour la boîte et dans un coin, on va noter la tribu. Ça va déjà plus vite. On peut simplifier encore en écrivant simplement le nom des espèces dans le cadre. Si on veut, on continue évidemment, puisque les petites boîtes, on peut les mettre dans des plus grandes boîtes. On va ainsi mettre tout à côté les animaux qui ont des plumes, par exemple la chouette, et le tout ça dans une grande boîte, ce sont ces animaux qui ont 4 mots. On peut rajouter indéfiniment des attributs. On peut aussi classer en faisant la démarche un petit peu inverse, c'est-à-dire qu'on part d'un attribut très largement représenté et on va ensuite faire des sous-catégories et à l'intérieur des sous-catégories, on fait encore d'autres boîtes plus petites. Peu importe. En tout cas, à la fin, c'est rangé. Attention, quand on range ses affaires, on note sur l'étiquette ce qu'il y a dans le tiroir ou dans le dossier, pas ce qu'il n'y a pas. Pour la classification des êtres vivants, c'est pareil. On n'écrit jamais l'attribut pas d'os ou bien ne pond pas d'œuf. Les attributs ne sont donc jamais à la forme négative. Dernière remarque, dans une boîte, il faut noter les attributs, c'est-à-dire un ou des caractères partagés par tous les êtres vivants dans cette boîte. Il ne faut pas confondre les attributs et les noms des groupes. Par exemple, il ne faut pas confondre l'attribut plume et le mot oiseau, qui est le nom du groupe. Cela dit, on peut se servir des noms de groupes qu'on connaît pour rechercher les attributs de ces groupes. Par exemple, les mammifères ont des mamelles et des poils. Ce sont les deux attributs. Voilà, maintenant vous êtes prêts pour votre activité. Bon courage!